La pièce est devenue instantanément silencieuse quand j'ai prononcé ces mots. Ce n'était pas ce silence poli que les gens feignent de ne pas remarquer, mais ce genre de silence pesant qui appuie sur les tympans. Mon mari a cligné des yeux une fois, comme s'il m'avait mal entendu. Sa mère a arrêté de mâcher. Et pour la première fois de la soirée, je n'ai pas souri. Je m'appelle Clémence. J'ai 34 ans, je suis marié depuis 7 ans et, jusqu'à cet instant, j'étais la femme que tout le monde décrivait comme raisonnable, calme, facile à vivre, celle sur qui on pouvait marcher sans qu'elle ne dise rien. Je gagnais mieux ma vie que mon mari, je finançais la majeure partie de notre train de vie de cadre parisien, et pourtant, je finissais toujours par être traité comme une invitée dans mon propre mariage, surtout par sa mère, Béatrice, qui était convaincue que mon salaire était une ressource familiale qu'elle gérait par droit de naissance. Ce dîner avait commencé comme des dizaines d'autres auparavant. Son appartement du 16e arrondissement sentait le poulet trop cuit et la cire pour meuble. La table était dressée de manière trop formelle, comme si nous étions des étrangers passant une audition pour obtenir son approbation. Béatrice posait des questions polies mais tranchantes, le genre de remarques qui semblent inoffensives jusqu'à ce qu'on se les repasse en boucle plus tard. Alors, Clémence, est-ce que les primes de résultats sont toujours aussi incertaines dans ton cabinet, a-t-elle demandé, les yeux fixés sur mon sac à main de créateur. Cela doit être stressant de ne pas savoir exactement de combien d'argent de poche supplémentaire tu disposes réellement. J'ai répondu calmement, comme je le faisais toujours. J'ai dit que mon poste était stable. J'ai dit que j'avais de la chance. Je n'ai rien dit sur le fait que mon salaire payait la voiture avec laquelle nous étions venus, les vacances à l'île de Ré dont elle se vantait auprès de ses amis, ou la facture de la clinique privée qu'elle avait discrètement glissée à mon mari le mois dernier. Puis elle a ri, d'un ton doux et indulgent. Enfin, dit-elle en se tournant vers mon mari, au moins, ces revenus peuvent aider la famille quand c'est nécessaire. C'est à cela que servent les épouses, après tout. Quelque chose en moi s'est enfin brisé. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux, pas elle, lui, et je l'ai prévenu calmement, mais clairement, qu'un mot de plus de sa mère sur mon salaire mettrait fin aux conversations polies pour toujours, et que j'expliquerais alors les choses moi-même, proprement, sur les limites. Sur l'argent et sur la propriété des biens. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de saisir son verre d'eau, les yeux baissés, et Béatrice a souri comme si elle avait déjà gagné. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple dîner. Cela ne l'avait jamais été, et j'en avais fini d'attendre qu'il choisisse son camp. Pendant le trajet du retour, les lumières de Paris défilaient sur le pare-brise et mon mari ne disait rien. Le silence a un poids quand il est délibéré. J'ai regardé ses articulations blanchir sur le volant, attendant qu'il me défende ou, du moins, qu'il reconnaisse ce qui s'était passé. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a expiré bruyamment et a dit « Tu n'étais pas obligé de rendre la situation embarrassante. » Embarrassante. Pas humiliante, pas envahissante, juste embarrassante. C'est à ce moment-là que le schéma est devenu limpide. Béatrice avait toujours présenté ses commentaires comme de la sollicitude, des questions sur ma générosité, des suggestions pour aider la famille, des plaisanteries sur le fait que mon travail était plus chanceux que le sien. Et chaque fois, Julien arrondissait les angles, me disait qu'elle ne le pensait pas vraiment, me disait de l'ignorer. Il me répétait que la famille, c'était la famille, mais la famille n'envoie pas de demande de virement Lydia à minuit. La famille ne transfère pas de devis de rénovation pour un appartement de villégiature. La famille ne compte pas mes revenus comme un héritage anticipé. Cette nuit-là, allongé et veillé à ses côtés, j'ai réalisé que la pression n'était pas accidentelle. Elle était organisée, et j'étais la seule à faire semblant de ne pas le voir. La première fissure est apparue une semaine plus tard, déguisée en pragmatisme. Julien a mentionné nonchalamment autour d'un café que sa mère envisageait de prendre un appartement plus petit. Il a dit cela comme un fait neutre, comme la météo. Puis il a ajouté qu'elle se demandait si nous pouvions l'aider à faire la transition financière pendant quelques mois. Nous. Le mot a sonné faux. J'ai demandé combien. Il n'a pas répondu immédiatement. Ce silence m'a tout dit. Quand il a fini par lâcher le chiffre, c'était presque exactement mon revenu net mensuel. Pas mes économies, pas un surplus, mais l'intégralité de mon salaire. J'ai ri une fois, d'un ton sec et surpris. Et tu as accepté ça? Il a froncé les sourcils. J'ai dit qu'on en parlerait. Mais j'avais appris que, parler, n'était que le prélude à mon consentement forcé. Ce soir-là,
j'ai ouvert mon ordinateur et parcouru nos comptes joints. Les petits virements que j'avais ignorés auparavant s'alignaient désormais proprement. Des factures d'électricité pour sa résidence secondaire que je n'utilisais jamais, des abonnements que je n'avais pas approuvés, des cadeaux étiquetés, divers. Ce n'était pas une seule grande trahison, c'étaient des dizaines de petites trahisons soigneusement normalisées. Et le pire, c'est qu'il pensait que je ne vérifierais jamais. L'humiliation finale ne s'est pas produite en privé. Évidemment que non. Béatrice organisait un déjeuner d'anniversaire le dimanche suivant. Famille élargie, voisins, des gens qui aiment les apparences plus que la vérité. Je portais une robe simple, un sourire neutre, et je ne disais rien. J'observais, j'écoutais, je comptais les issues de secours. Au milieu du dessert, Béatrice s'est levée et a levé son verre de champagne. « Je veux juste remercier Clémence », dit-elle chaleureusement, les yeux brillants. « Pour être une épouse si solidaire. Certaines femmes oublient que l'argent n'est pas à elles seules une fois qu'elles sont mariées. » Des rires ont fusé, polis, approbateurs. Mon mari a souri. Il a vraiment souri. Ma poitrine est devenue vide. Pas une douleur dramatique, mais quelque chose de propre, de chirurgical. J'ai senti quelque chose s'éteindre en moi. Quand j'ai regardé autour de la table, personne n'a croisé mon regard. J'étais un concept, pas une personne. Une ressource que l'on remerciait publiquement. Je me suis levé à mon tour et j'ai levé mon propre verre. À la clarté, ai-je dit calmement, parce que les malentendus grandissent quand les gens s'approprient un accès qui ne leur a jamais été donné. La pièce s'est figée. Le sourire de Béatrice s'est effacé. Mon mari a murmuré, « Assieds-toi ». Je ne l'ai pas fait. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a compris que je ne me tairais plus. Je n'ai pas pleuré après. C'est ce qui m'a le plus surprise. À la maison, j'ai pris une douche, je me suis changé et je me suis assise au bord du lit pendant que Julien faisait les 100 pas, m'expliquant le ton à employer, ses intentions, son embarras, tout sauf sa responsabilité. Ces mots glissaient sur moi comme des parasites radio. J'étais déjà ailleurs. Le calme n'arrive pas soudainement, il s'installe quand une décision est prise. J'ai rouvert mon ordinateur, pas avec colère, mais avec précision. J'ai tout listé, mes revenus, mes contributions, les comptes que je fonds, les accès que j'avais accordés par négligence parce que la confiance semblait moins coûteuse que la paperasse. J'ai relu des messages que j'avais ignorés, des demandes auxquelles j'avais répondu par le silence plutôt que par un refus. Le silence, je l'ai réalisé, avait été interprété comme une permission. Alors, j'ai corrigé cela. J'ai appelé ma banque et j'ai séparé nos comptes. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller. J'ai modifié les autorisations de prélèvement. J'ai rédigé un email, poli, clair, dénué d'émotion, soulignant les nouvelles limites et les attentes de remboursement. Pas d'accusation, juste des faits. La vengeance n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de timing. Quand j'ai enfin levé les yeux, mon mari me regardait comme s'il venait de réaliser que je parlais une langue qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. J'ai souri doucement. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, je m'en occupe. Le premier appel est arrivé 3 jours plus tard. La voix de Béatrice était doucereuse, trop doucereuse. Clémence, ma chérie, il semble y avoir un problème avec le virement ce mois-ci. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il paraisse intentionnel. Il n'y a aucun problème, ai-je répondu. L'accès était temporaire. Cela a été corrigé. Sa respiration s'est saccadée. Mais nous comptions sur cet argent. Je sais, ai-je répliqué d'un ton égal. C'est pour cela que j'ai envoyé l'email. Les attentes futures nécessitent un accord. Les prélèvements passés nécessitent une régularisation. Elle a ri, d'un rire cassant cette fois. Tu es dramatique. Non, ai-je dit, je suis précise. Ce soir-là, mon mari m'a confronté, des papiers à la main, la confusion mêlée de panique. Tu ne m'as pas dit que tu faisais tout ça. J'ai croisé son regard. Je t'avais prévenu. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé encore. Maman est bouleversée. J'en suis sûr, ai-je dit calmement. Elle n'est pas habituée à devoir rendre des comptes. Le lendemain, une demande de remboursement formelle est arrivée dans sa boîte de réception. Détaillée, datée, indiscutable. C'est alors que le ton a enfin changé. Ce n'était plus de la colère,
mais de la peur. Et la peur rend les gens négligents. Béatrice a arrêté de m'appeler et s'est adressée directement à mon mari. Long message, note vocale, larmes. Elle disait que je l'humiliais, que la famille ne tient pas de registre comptable, que les bonnes épouses n'embarrassent pas leurs aînés. Et pour la première fois, ces mots ne m'ont pas atteinte à travers lui, car je m'étais déjà retiré de ce triangle. Il est rentré tard un soir, les yeux rouges, la voix atone. Elle dit qu'elle dira à tout le monde que tu es cupide, que tu détruis la famille. J'ai opiné du chef. Elle l'a déjà fait publiquement. Tu te souviens du toast? Il s'est effondré sur le canapé comme si quelque chose s'était enfin brisé en lui. Elle dit que si nous ne réglons pas ça, elle devra vendre son appartement. C'est sa décision, ai-je dit doucement. La douceur de ma voix l'a fait sursauter. Quand la date limite de remboursement est passée, je ne lui ai pas couru après. J'ai transmis le dossier à un avocat que j'avais consulté discrètement des semaines auparavant. Pas pour intenter un procès immédiat, mais pour formaliser la procédure. Une mise en demeure est arrivée à la porte de Béatrice. Et soudain, tout le monde a voulu me parler en privé, surtout mon mari. Le dénouement n'a pas été bruyant. Il ne l'est jamais. Béatrice ne m'a pas appelé. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas excusée. Elle a payé discrètement, jusqu'au dernier centime, parce que l'avocat avait découvert quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ce que je remarque. Des années d'aide familiale transférées discrètement via mes comptes avaient des implications fiscales qu'elle ne pouvait pas se permettre de voir exposées au grand jour. Mon argent n'était pas seulement pratique, il servait de couverture légale à ces arrangements. Quand mon mari s'est enfin assis en face de moi et m'a vraiment regardé, sa voix a craqué. Tu aurais pu la ruiner. J'ai secoué la tête. Non, je lui ai donné le choix. Il m'a demandé si nous allions bien. Ce fut la clarté finale. Je t'avais prévenu, ai-je dit doucement. Pas elle. Toi. J'ai déménagé 2 semaines plus tard, sereinement, financièrement intacte, juridiquement protégée. Béatrice a perdu son accès illimité. Mon mari a perdu le confort de mon silence. Et j'ai gagné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, le contrôle sans la cruauté. L'argent révèle l'arrogance. Les limites révèlent le caractère. Et j'ai appris exactement qui ils étaient au moment précis où j'ai cessé de leur être utile.